Bonsoir à toutes et à tous. À tutti, peut-être, il faudrait que je dise ce soir. Bien, quelques informations avant d'entrer, avant d'aborder le sujet qui nous rassemble ce soir. Donc ces informations qui sont en même temps, en fait, qui sont des rappels, hein, qui ne sont que des rappels. 13 février à 18h30, ici même, donc une rencontre de la pensée critique sur le thème peinture et politique à partir des années 60 par Robert Bonacorsi, ici même. J'espère que je l'ai bien prononcé, celui-là aussi. Le 14 février, à la maison de l'étudiant, à 18h30, hommage à André Tauzel. Donc la maison de l'étudiant, vous savez où c'est boulevard François Mitterrand. C'est aux abords, c'est non loin de la fac du campus de Saint-Jean-d'Angély. Plus près de nous, dans une semaine, le 6 février, le jeudi 6 février, nous aurons la deuxième séance du séminaire interculturalité, celle qui va suivre donc celle d'aujourd'hui, qui est la première. Et cette deuxième séance, elle est sur le thème théorie des civilisations, théorie des races et impérialisme, par Dominique Bendo-Soupou, que voici, que voilà, qui est le mari de la dame qui est là. Pour être clair. Pour être clair. Alors, donc, j'en viens au séminaire sur le multiculturalisme, sur l'interculturalité. Vous savez peut-être que depuis 4 ans, depuis 2016, les Amis de la Liberté organisent un séminaire annuel de janvier à juin. Donc nous en sommes cette année, nous inaugurons cette année le 5e séminaire. Les séminaires précédents, en 2016 et 2017, portaient sur Marx, avec le concours et sous la direction d'André Tauzel, mais qui est décédé au cours du second séminaire, en mars 2017. En 2018, nous avons consacré un séminaire à Gramsci, en 2019 au néolibéralisme, et donc en 2020, théorie et pratique de l'interculturalité. Ce thème de l'interculturalité, il nous paraît tout à fait s'imposer, puisque vous savez, comme nous tous, que il y a un climat délétère qui flotte dans l'air et qui porte au rejet de l'autre, et de plus en plus, et qui se manifeste avec de moins en moins de complexes, de plus en plus ouvertement. L'autre raison qui est moins proche, peut-être moins évidente, mais qui nous paraît importante également, c'est le fait que nos sociétés sont portées à l'interdépendance par tous les bouts, hein, par l'économie, mais aussi par la culture, par les réseaux sociaux, etc. etc. Et cette interdépendance, il nous faut l'apprendre, l'apprivoiser, la gérer, la maîtriser, et ce séminaire veut être aussi une contribution pour cela. Le programme du séminaire, je ne vais pas vous le donner là, puisque vous l'avez dans le dépliant des Amis de la Liberté. Vous avez un panneau qui est consacré à tout le programme de janvier à juin. Maria Donzelli, donc c'est notre conférencière de ce soir,
Elle a déjà donné une conférence dans un séminaire de l'année dernière sur les médias. Maria Donzelli est professeure émérite de l'université de Naples-l'Oriental et c'est une référence dans le domaine sur ce sujet de l'interculturalité. Elle a organisé dans le passé des colloques internationaux sur le thème de l'interculturalité. Et donc elle était toute désignée. Je te passe la parole, Maria. Merci beaucoup et merci pour m'avoir invité d'abord. Merci Daniel et merci à vous qui êtes ici pour m'écouter. Alors, vous savez qu'on va aborder un thème très compliqué, très complexe. Multiculturalisme et interculturalité à l'ère de la mondialisation. Alors, les termes de multiculturalisme et d'interculturalité, qui seront l'objet de cet exposé, sont des concepts produits par la culture occidentale autour des années 80 du XXe siècle. Afin de comprendre l'augmentation importante de la coexistence des différentes cultures dans les grandes villes occidentales, pour leur gestion politique face aux dynamiques et aux turbulences qui se manifestent à partir des années 70 et qui débouchent sur des changements historiques significatifs. L'eurocentrisme, en ce moment historique, en matière culturelle et historique, qui a inclus les États-Unis, bouscule fortement dans les scénarios internationaux, culturels et historiques, en dehors de celui économique, évidemment, sont présents d'autres acteurs qui s'imposent soit pour la composition complexe des sociétés occidentales due au flux migratoire, soit pour la mondialisation du marché, soit pour les conséquences de l'évolution du colonialisme et de la fin des empires coloniaux, soit pour une évolution historique inéluctable vers le croisement des cultures et des sociétés, due à l'avancée de la technologie et de nouveaux moyens de communication. Mais l'histoire, par sa nature, ne répond pas à des dispositifs homogènes. Il ne peut pas être analysé à travers la modification de ces données. Elle demande une pensée de la complexité et de la contingence en même temps. Selon les indications d'Edgar Morin, elle est ouverte à l'incertitude des possibilités et des imprévus et condamnée à la réitération des relations conflictuelles ou bien synergiques entre ces acteurs. Dans ce sens, la prophétie de Francis Fukuyama en 1992 sur la fin de l'histoire, formulée après la chute du mur de Berlin, s'est révélée improbable et fausse. L'histoire, qui est le produit propre de l'homme, a besoin des instruments conceptuels adéquats à sa complexité et à son devenir perpétuel. Dans ce passage inéluctable, l'histoire rencontre les cultures qui témoignent et accompagnent ces changements, ces permanences, ces croisements, ces chutes et ces triomphes et caractérisent évidemment sa narration. Mais elle rencontre aussi les sociétés qui vivent le changement historique directement sur la peau des femmes et des hommes qui les composent.
À la lumière de ce qu'on vient de dire, la première question qu'il faut se poser est la suivante. Quelle est la signification des concepts de multiculturalisme et d'interculturalité dans le contexte historique que nous sommes en train de vivre? Nous vivons dans l'ère de la mondialisation, qu'on a fait remonter surtout au virage néolibéral des politiques de Ronald Reagan aux États-Unis et de Margaret Thatcher dans la Grande-Bretagne autour des années 80, et à la chute du mur de Berlin en 1989, avec la conséquence de la fin de la guerre froide. On a cru à une mondialisation heureuse qui offrait à tout le peuple de la planète la libéralisation des marchandises et le flux des produits financiers, médiatiques et culturels, avec la prolifération des traités multilatéraux de libre-échange, des normes entre grands ensembles de pays autour de l'Atlantique, du Pacifique et des 12 Amériques. Il s'agit déjà au début d'une mondialisation qui exclut une bonne partie du monde, notamment l'Afrique et une bonne partie de l'Asie et de l'Europe. Les attentats terroristes en Occident et ailleurs au début du XXIe siècle révèlent l'extrême problématique de la mondialisation et de la coexistence des diversités culturelles et semblent confirmer les thèses de Samuel Huntington sur le choc des civilisations. Je vous rappelle que ces thèses ont été formulées en 1996. À partir de 2008, une grande partie des habitants de la planète estiment être exclus des avantages de la mondialisation. En 2016, 1% des humains possèdent le 99% de la richesse et a bien profité de l'agenda néolibéral. La grande pauvreté n'est pas reculée, au moins en valeur relative, et la comparaison entre gagnants et perdants est très mal vécue. Il semble évident que la mondialisation a avantagé seulement une minorité ouverte à la dimension internationale et pourvue d'une capitale financière, culturelle et sociale capable d'entrer dans les dynamiques extrêmement compétitives de la mondialisation. On s'est donc produit un libéralisme pour les riches, un nationalisme identitaire pour les pauvres, une polarisation entre ceux qui bénéficient de la mondialisation et ceux qui se sentent exclus, agressés, et donc se replient sur leur patrimoine culturel et identitaire. C'est l'époque des conflits, des guerres, de l'absence d'une politique capable de fournir des médiations, des moyens de communication extraordinaires, mais aussi des immenses solitudes, de la transformation rapide des relations humaines et des paramètres de compréhension, de la contraction espace-temps, de l'involution des systèmes démocratiques, des problèmes de banlieues dans les grandes villes, etc. Je pourrais continuer encore. Cette situation a un impact très fort sur les cultures, les sociétés locales et sur les rapports entre elles. Face à ces scénarios, les concepts de multiculturalisme et celui d'interculturalité devraient donner des réponses et fournir des raisons pour rassurer les préoccupations de ceux qui vivent les transformations comme des signaux de l'urgence du changement des perspectives culturelles et politiques de la dite gouvernance du monde.
On constate qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus d'interculturalité et de moins en moins de multiculturalisme. On peut dire que la multiplicité culturelle n'est pas une nouveauté dans l'histoire humaine, mais on peut dire aussi de même pour l'interculturalité. Et alors, pourquoi ces réalités sociopolitiques et les concepts qui les expriment sont devenus si problématiques? La réponse est évidente. Personne aujourd'hui tolère l'hégémonie d'une ou plus culture sur les autres. Chaque culture revendique sa parité avec les autres, exige respect, demande de participer à la vie commune de la planète sans recevoir des anathèmes et sans restriction. Mais est-il possible? Et surtout, est-il juste? En réalité, aucune culture n'est en soi ni bonne ni mauvaise. Toutefois, il faut l'interroger dans ses formes et ses prétentions, car elle peut porter des éléments qui vont contre la commune humanité et ses droits fondamentaux. Par exemple, certains cas de mutilation des corps, la violence sur les femmes, le mariage entre des enfants voulus par les parents ou les familles, la criminalité organisée qui perce les institutions des États, la discrimination et persécution raciale, etc. Chaque culture doit être respectée et honorée, mais dans la mesure qu'elle respecte et honore l'humanité. Donc, il faut se demander, la perspective multiculturelle qui semble accepter les diversités nous permet de nous confronter avec elles? L'évocation de cette complexité exige une réflexion plus poussée sur les deux termes, multiculturalisme et interculturalité. On commence par le multiculturalisme. Le terme multiculturalisme, comme on le disait auparavant, est entré dans le langage courant vers la fin des années 80 du XXe siècle et veut indiquer une société où plusieurs cultures, même très différentes entre elles, coexistent dans le respect réciproque. L'idée est que différents groupes ethniques, en particulier les minorités, gardent chacun leurs caractéristiques, même dans les échanges, tout en affirmant leur droit d'exister sans être obligés à s'homologuer à une culture dominante. Ça, c'était l'idée générale du multiculturalisme. Dans les dernières années, toutefois, soit les chercheurs, soit les opérateurs sociaux ont souligné les aspects critiques de cette manière d'entendre l'intégration, au point de conclure qu'elle aurait l'effet paradoxal d'exclure les minorités, à lieu de promouvoir leur participation à la société, à la culture nationale et transnationale. Ce résultat est la conséquence de la manière d'entendre le concept de multiculturalisme et les notions complémentaires, en particulier celles de culture et d'ethnicité. Sur un plan opérationnel, les politiques multiculturelles auraient augmenté la fragmentation et le risque d'apartheid entre les différentes composantes de la société. Bref, cette manière d'entendre le multiculturalisme aurait produit sa contradiction, c'est-à-dire le monoculturalisme. La solution multiculturelle au problème de la coexistence consiste à permettre à chaque culture de s'exprimer dans les limites déterminées par la même culture,
Par ses limites, chaque culture est absolue, c'est-à-dire dégagée de l'obligation de se mettre en relation avec les autres. Dans ce sens, la politique française est emblématique, comme vous le savez. Les cultures peuvent vivre seulement dans la sphère privée de la famille ou des petits groupes, car la laïcité ne permet aucune forme de visibilité au symbole qui identifie une culture ou une religion. Voir par exemple toute la question du voile dont on est tous bien, qu'on connaît tous. En réalité, le terme multiculturalisme semble indiquer un courant de pensée qu'on ne peut pas définir avec certitude, ou bien un secteur d'études dans lequel se rassemblent plusieurs disciplines, de la sociologie des procès culturels à l'anthropologie, de la philosophie politique à l'analyse des politiques publiques, des sciences juridiques jusqu'aux cultural studies et aux post-colonial studies. Ces études s'occupent tous, par différents points de vue et avec des méthodologies différentes, de la question des cultures et de la coexistence entre cultures différentes dans le contexte des systèmes juridiques, politiques et sociaux. Dans les débats politiques, le multiculturalisme semble se présenter comme une nouvelle forme d'idéologie. L'idéologie de la société globale qui devient société multiculturelle et remplace les vieilles idéologies de l'identité culturelle unique, celle occidentale. En tant qu'idéologie, toutefois, elle aussi présente au moins une limite. Commune à toutes les idéologies, elle n'arrive pas à donner vraiment compte des altérités, des différences qui rendent multi et non plus unis non-société, et n'arrive pas à trouver des solutions pour des coexistences pacifiques dans des sociétés caractérisées par la pluralité culturelle. Mon impression est qu'en réalité, l'utilisation du terme multiculturalisme couvre un vide. L'épuisement de la capacité herméneutique de certains concepts autour desquels on a construit la politique moderne. Concepts comme ceux de souveraineté, liberté, égalité, représentativité, droit, citoyenneté, nation, etc. Cette impression est soutenue du fait que l'utilisation du terme multiculturalisme devient toujours plus fréquente par rapport à la croissance de la complexité de notre système monde, qui n'arrive plus à gérer une seule complexité. Le terme investit non seulement la sphère politique, mais aussi celle sociologique, psychologique, anthropologique et historique. Une autre question de fond, cette fois sur le plan directement historique et culturel, est la suivante. La question multiculturelle est-elle une question relativement nouvelle, liée au système politique démocratique libéral, ou accompagne la pensée politique de la modernité à partir de ses origines? En réalité, le problème n'est pas nouveau, mais la crise du XXe siècle, les transformations, les fractures qui subit l'espace conceptuel dessiné par l'État-nation permettent à la question multiculturelle de se manifester et de devenir un des points centraux du débat théorique, politique, actuel, qui arrive à s'interroger sur la fin de l'État et sur les conditions des possibilités de penser une nouvelle forme politique capable de répondre aux défis
que la contingence conflictuelle, amplement reconnue, pose à la politique occidentale et à ses structures. Si on devrait esquisser les principales étapes de la modernité dans lesquelles le thème du multiculturalisme est reconnaissable, même si ce terme n'est pas présent. Dans les sociétés politiques occidentales, on pourrait se référer par exemple à Tocqueville, au 10e chapitre de la démocratie d'Amérique, et en particulier à sa réflexion sur la présence des trois races sur le sol des États-Unis, la blanche, la noire et l'indienne. Une présence qui, à ses yeux, préfigure un destin certain. L'inévitable domination des Blancs, la disparition de la race indienne, la soumission de celle noire par l'esclavage et la ségrégation. Une prophétie. Mais aussi un acte d'exclusion, celui de Tocqueville, qui nous permet de mettre à feu au moins un des thèmes centraux de la question multiculturelle, celle du rapport, disons, entre liberté et égalité. Il nous semble évident que liberté et égalité, proclamées universelles par la modernité et sur lesquelles se fonde la construction de l'État nouveau moderne, souverain moderne, dans la pratique politique, ne sont pas telles et ne sont pas pour tous. Avant Tocqueville, toutefois, soit Hobbes que Locke, pour citer seulement les pères de la théorie politique moderne, affronte la question de l'autre à travers le concept de la reconnaissance, pensé d'une manière telle d'amorcer immédiatement la relation inclusion-exclusion. Une relation interne au mécanisme théorique sur lequel on fonde l'espace politique de l'État et qui institue une forte différence entre qui est dans l'État, l'espace des égales, et qui est hors de l'État, l'espace des autres. C'est-à-dire entre celui qui est citoyen et celui qui ne l'est pas. D'ailleurs, la pensée politique moderne, même à cause de la grave crise produite en Europe par les guerres de religion du XVIe siècle, naît avec l'obsession de la nécessité de l'unité. La souveraineté se définit tout de suite unique et absolue. Une unité qui est par ailleurs cassée et brisée par la visibilité, par le passage présence de l'altérité. On ne doit pas oublier que la question de l'autre, de deux qui s'opposent à l'un, est au cœur de la pensée logique et ontologique occidentale, de Parménide en avant, et concerne donc le fonctionnement même du logos. On ne peut pas éliminer cette fracture, cette différence. Autre concept problématique de la modernité qui concerne la dialectique inclusion-exclusion propre du multiculturalisme est le concept de nation. Facteur puissant pour la construction de l'homogénéité du corps social discipliné, déjà présent dans le lexique d'Ancien Régime, qui subit une transformation radicale dans le passage entre les Lumières et la Révolution. Comme le souligne Michel Foucault, le nouveau concept de nation n'indique plus un rapport d'antagonisme à l'intérieur des rapports conflictuels de domination d'Ancien Régime, mais devient un concept actif. Il est l'être de l'État en puissance, qui trouve ses conditions d'existence dans un groupe déterminé de citoyens qui constitue le corps de la nation. Ce corps politique est pensé d'une manière contradictoire, soit comme universel,
capable de contenir tous dans son ventre, soit comme national, c'est-à-dire confiné dans un espace bien délimité, les frontières d'un État, et donc exclusif et excluant. À partir des années 80 et 90 du XXe siècle, le multiculturalisme est devenu un des thèmes centraux de l'enquête philosophique politique dans les États-Unis. Présenté par les libéraux, je pense par exemple à Robert Alan Dahl ou à John Rawls, et par les soi-disant communautaristes, par exemple Charles Taylor, comme une des solutions possibles au problème de coexistence entre les individus et les citoyens, qui ne demande plus la reconnaissance de l'égalité, mais de plus en plus celui de la différence. Cette différence se joue surtout dans les domaines des valeurs éthiques et dans la reconnaissance des valeurs culturelles collectives. Non seulement individuelles, mais qu'il faut faire valoir dans la sphère politique commune. Le débat politique contemporain sur ce thème a eu un moment théorique important dans la confrontation des positions de Charles Taylor et de Jürgen Habermas, un débat qui a focalisé d'un côté l'interprétation libérale de la politique fondée sur l'universalisme des formes juridiques et neutres face aux diversités culturelles, de l'autre côté la position communautariste qui pose l'accent sur l'existence de la diversité des valeurs éthiques et culturelles. Ce débat est devenu un point de référence pour les choix concrets, voire politiques, dans le monde occidental, comme par exemple la définition des politiques sexuelles et familiales, c'est-à-dire l'égalité des chances, conflit entre droits des familles différentes, etc., scolaire, éducation multiculturelle, constitutionnelle, c'est-à-dire droit à la succession, coexistence des cultures, reconnaissance des minorités, etc. Dans les passages entre XXe et XXIe siècle, le terme multiculturalisme investit aussi les débats philosophiques politiques européens et trouve un de ses protagonistes, un Habermas. En réalité, les enjeux centraux du débat de la philosophie américaine appartiennent tous à la grande tradition philosophique européenne, et les auteurs évoqués, comme Aristote, Thomas d'Aquin, Machiavel, Constant, Kant, Hegel, Gadamer, sont tous bien connus sur le continent européen et lui appartiennent. Les conditions historiques de l'Europe entre XXe et XXIe siècle semblent toutefois remplir les débats sur le multiculturalisme de nouveaux contenus. L'Europe vit dans cette période une crise profonde de l'État-nation. D'abord dans son tentative de renforcer sa dimension politique unitaire, en deuxième instance dans la nécessité de devoir faire face à des vagues d'immigration toujours plus importantes provenant surtout du sud du monde et de la Méditerranée en particulier, avec des personnes qui portent diversité de religions, diversité de cultures, diversité de costumes, diversité de styles de vie, etc. La solution du multiculturalisme proposée par la culture américaine, pays multiculturel par excellence, semble constituer l'encre de salut. Toutefois, l'Europe interprète ce concept à la lumière de son histoire et de ses propres cultures, donc l'interprète comme une nouvelle détermination du concept typiquement européen de tolérance. Un concept né en réalité
dans un contexte religieux à l'époque de la réforme protestante, est devenu un des étendards avant les Lumières, je pense par exemple Spinoza, Locke, et dans l'époque plus mûre des Lumières, évidemment Voltaire. Le concept de tolérance peut-il résoudre les problèmes de coexistence des cultures dans l'Europe du XXIe siècle? Je crois que ce concept est inadéquat par soi-même à résoudre les problèmes de notre contemporanéité. Mais il est peut-être utile de l'étudier dans toute sa complexité historique et dans son ambivalence pour trouver des solutions plus adéquates et adaptées à notre présent. Il existe toutefois une manière encore plus complexe de considérer le multiculturalisme comme phénomène de notre temps. En réalité, ce phénomène peut raconter une histoire qui ne concerne pas seulement les autres, ceux qui appartiennent à d'autres cultures et traversent nos sociétés, mais qui concerne nous, les Occidentaux, le monde que nous avons construit et ses contradictions. Dans ce sens, le terme multiculturalisme se révèle encore plus complexe, manifeste sa multiplicité de significations et peut devenir le terrain de révélation des contradictions innées dans le prétendu universalisme du projet politique moderne. En particulier, face à la relation inclusion-exclusion, sur laquelle on fonde la reconnaissance politique du statut des citoyens ou d'individus. Et je pense aux thèses de Hannah Arendt sur les origines du totalitarisme. Incidemment, il faut rappeler que pour la Arendt, la spécificité du totalitarisme, système distinct du despotisme et de l'autoritarisme prémoderne, naît dans un contexte social et politique dans lequel les idéologies et les partis politiques se sont affirmés comme force primaire de la vie politique. Le totalitarisme, donc, peut naître et s'affirmer là où les classes sociales représentées par les partis de classe et les citoyens représentés par les partis d'opinion se transforment en masse, et là où les idéologies les plus élémentaires efficaces dans leur appel aux masses, comme la lutte des classes dans sa version la plus rustique et la suprématie raciale, battent les doctrines politiques respectueuses de la liberté et des droits des citoyens. Le totalitarisme est donc un phénomène qui se présente dans les sociétés modernes les plus avancées, est une potentialité présente dans toutes les sociétés contemporaines et qui pourrait renaître dans les sociétés contemporaines de masse, à différentes structures économiques politiques, même en présence de la disparition de la lutte des classes et plus en général de la crise profonde des partis. Aucun régime contemporain n'est en réalité immunisé de cette potentialité dégénérative, dont la perversité est reconnaissable dans toute forme idéologique de transformation intégrale et univoque de l'humanité. À la lumière de ces réflexions rapides, on peut affirmer que la plupart des rhétoriques contemporaines sur le multiculturalisme cachent en réalité des stratégies conservatrices, des dynamiques des pouvoirs occidentaux. Les systèmes des États-nations occidentaux construisent continuellement la tension entre identité et différence, entre universalisme et particularisme, entre dynamique d'inclusion et d'exclusion, construction continuelle des frontières entre celui qui est dans l'État et celui qui est tenu dehors
pour garantir la sécurité des inclus. Le multiculturalisme est en réalité un nom nouveau d'un problème ancien, la reconnaissance de l'autre. Le débat multiculturel, en effet, exaspère le problème de l'identité culturelle qui est à la base de la pensée politique moderne. Ce problème se présente aujourd'hui comme un problème d'identité culturelle et cette identité est considérée dans ce débat comme un donné préconstitué que la présence de l'autre met à risque et donc l'incapacité d'affronter le problème de la culture non plus comme un donné, mais comme un processus produit le phénomène de la société multiculturelle en mosaïque, caractérisée par la superposition des différentes communautés qui se comportent entre elles comme des monades. Dans les soi-disant sociétés multiculturelles, donc, entre en tension soit l'identité de nous, soit l'identité des autres. Voyons maintenant, passons à celles qui sont les caractéristiques principales du concept d'interculturalité par rapport à celui de multiculturalisme. L'interculturalisme est une théorie et une praxis qui souhaite la prévalence d'attitudes, de comportements, de connaissances et d'échanges réciproques, d'intégration et métissage ethnique et culturel entre les membres d'une société formée par diverses identités, ethnies, cultures, et entre sociétés constituées de diverses identités, ethnies et cultures. Au niveau opérationnel, l'interculturalisme se propose de projeter des pratiques de relations face à un scénario global et local toujours plus compliqué et complexe, dans lequel s'écroulent inévitablement vieilles certitudes et modèles d'identité trop restreints. Les opérateurs dans ce secteur, toutefois, partent tous d'une base commune pour articuler ces relations différenciées. Cette base commune est l'identification, l'acceptation et le respect des diversités culturelles et individuelles de tous. Le thème spécifique de l'interculturalité est donc la nécessité de construire un terrain commun de dialogue, un code de communication qui permet un rapport pacifique et civil avec les multiples diversités qui parcourent nos réalités quotidiennes. L'interculture, donc, est un processus qui se construit pendant qu'il s'est fait, tandis que le multiculturalisme est plutôt une théorie qui tend à stigmatiser la réalité et à la maintenir et la manipuler. Par sa nature, l'interculture est liée au thème des identités culturelles en particulier. Nous savons très bien que les questions relatives à l'identité, aux différences et au particularisme culturel enflamment le débat contemporain. Nous pouvons facilement le constater par rapport à l'islam, mais aussi par rapport à l'hébraïsme, au sémitisme, à l'antisémitisme, à l'immigration, au racisme, même si dans tous les temps, l'histoire présente tensions et violences qui ont accompagné l'expérience de l'altérité et de la différence culturelle dans tout contexte culturel. À bien voir les choses, la culture, par sa définition, ne peut pas être le référent d'elle-même. Elle est, dans son essence, interculturelle et est un processus
qu'il n'est pas possible d'arrêter ou de freiner, comme il n'est pas possible d'arrêter la pensée, la production artistique, la mémoire, les souvenirs, l'évolution du langage, l'image artistique, la recherche scientifique, etc., qui sont les expressions et les valeurs de la culture même. Dans ce sens, l'identité de chaque individu est aussi un processus qui accompagne notre vie à partir de la naissance. Notre identité individuelle est donc le produit d'un processus interculturel. Le paradigme interculturel est désormais une partie intégrante des différentes disciplines, de l'anthropologie aux sciences de la communication, aux sciences de l'éducation, à la philosophie, à la théologie, etc. Ce paradigme se réfère aux soi-disant cross-cultural studies, études culturelles et comparées, qui, à différence d'autres manières des relations entre les cultures, mettent l'accent sur l'interaction entre les personnes qui appartiennent aux différents systèmes culturels. Cette interaction n'est pas fortuite, mais voulue, pensée, réfléchie, cherchée pour un apprentissage réciproque à travers le dialogue sur la base du principe de la dignité, de la souveraineté de toutes les cultures présentes dans l'histoire. Il s'agit d'une manière de surmonter les solutions classiques adoptées pour comprendre l'autre afin de le dominer, conquérir et lui imposer notre façon de vivre et de penser selon de nouvelles formes de colonialisme malheureusement encore actuelles. Sur le plan philosophique, l'interculturalité se propose de surmonter l'idée que les cultures peuvent être comparées de l'extérieur ou de façon neutre. Pour cette raison, l'interculturalité, en dehors d'une théorie, est une expérience incontournable d'interrelation, de réciprocité, de dialogue et de solidarité. La perspective interculturelle a été préparée dans certains moments historiques et philosophiques dont on indique ici les plus significatifs. Les études sur l'histoire et la naissance des sciences sociales dans le XIXe siècle, qui ont suscité l'intérêt pour l'étude de la problématique des différences culturelles, même si dans un schéma plié aux idéologies de l'impérialisme et du colonialisme. La réflexion sur la fin de la modernité et sur la venue d'une époque soi-disant post-moderne, caractérisée par la crise de la raison comme modèle d'émancipation, la mise en question de l'herméneutique du sens, la mise en question de la théologie de l'esprit, etc. La diffusion dans les années 80 et 90 du XXe siècle des études de théologie interculturelle, je pense à Raimundo Panikkar par exemple, qui écarte la prétention universaliste de la supériorité de la théologie officielle et académique, et les études du philosophe interculturaliste Raoul Fernet Betancourt. L'affirmation de la philosophie herméneutique avec la réflexion sur le langage et sur la disparition des frontières culturelles dans le concept de fusion des horizons. Et là, je pense à Hans-Georg Gadamer et à David Tracy. La réflexion sur l'autre et sur le concept d'étranger dans les philosophies de Max Scheler, George Simmel, Emmanuel Levinas, Jacques Derrida, Paul Ricoeur, etc. La réflexion des sciences sociales, surtout dans les domaines de la communication
de l'ethnohistoire, de l'ethnopsychologie et de l'anthropologie culturelle. Aujourd'hui, au début de la troisième décennie du XXIe siècle, le panorama des réflexions sur l'interculturalité est décidément en mouvement. Parce qu'un mouvement sont les rapports culturels, sociaux et politiques dans les sociétés globalisées. Les sociétés multiculturelles se multiplient et dans leur milieu se multiplient aussi les tensions entre les cultures et les identités présentes. La difficulté toujours plus grande de définir les frontières des identités en un jeu dans le processus de transformation sociale et politique de notre présent produit des réactions de fermeture face à la peur du nouveau que nous ne savons pas encore définir et que nous essayons de définir d'une manière assez imprécise et superficielle. La confusion qui rarement nous arrivons à lire avec les signes positifs de la richesse et de la complexité, nous pousse à décider, à couper, à diviser en deux ou en plusieurs parties la situation et à établir, nous, ce qui est erroné dans les autres. La pensée occidentale oublie souvent sa particularité, prétend d'être universelle, tout en interprétant le monde à partir d'une position ethnocentrique, change pour valeur universelle sa propre manière de concevoir les valeurs universelles, et à ce point, l'interculturalité devient un problème. Existe, en effet, une différence radicale de compréhension et d'autocompréhension des différentes traditions culturelles et religieuses. Il serait inutile de chercher un élément unitaire qui permettrait de connaître toutes les traditions culturelles. Chacune doit être connue en se référant à son propre mythe, car chaque tradition culturelle a des présupposés culturels qui la rendent unique. En d'autres termes, dans chaque culture, il y a un élément d'extranéité, de singularité, qu'on ne peut pas réduire à ce qui est déjà connu et qu'on ne peut pas apprivoiser. Il s'agit de ce qui définit l'autre en tant que tel. La pratique de l'interculturalité se propose de dialoguer exactement avec cette partie irréductible de l'altérité. Mais cet objectif pose une question de base. Comment comprendre quelque chose qui est dehors de nos critères de compréhension, qui est hors de notre circuit herméneutique? Le choix du type de dialogue qu'on entend entreprendre est essentiel. Existe au moins deux formes de dialogue possibles. La première se réfère à une forme de rationalité, celle occidentale, dans laquelle l'ego tend à poser l'autre, à le nier comme existence autonome pour se réaffirmer immédiatement et poser sur soi-même comme une forme universelle. C'est la forme dialectique que nous on connaît et qu'on fait remonter à Hegel. L'autre forme de dialogue se réfère à une signification du terme dialectique qu'on entend comme Legain, c'est-à-dire rencontre, liaison des deux identités qui s'écoutent réciproquement pour se connaître et pour découvrir ces segments irréductibles d'altérité dont l'autre est le porteur. Cette deuxième façon de se poser dans le rencontre-dialogue n'élimine pas, quand même, le problème de réussir à mettre en relation entre eux visions du monde radicalement différentes
et réaffirme l'exigence nécessaire de féconder réciproquement les traditions entre elles, même parce qu'aucune prise singulièrement arrive à donner des réponses aux questions sur la condition humaine du présent, dans lesquelles chaque dialoguant vit. Il est donc opportun de créer une rencontre qui met en comparaison les différentes traditions culturelles à travers une méthodologie comparative, dialectique dans le sens du Legain, et argumentatif. Il faut en tout cas tenir présent que chaque culture est insérée dans son propre mythe, qui constitue la base originaire, les racines qu'on ne peut pas mettre en question et qui deviennent absolues tandis qu'on relativise celles des autres cultures et donc, il faut sortir du mythe. Comment sortir de son propre mythe? Ça, c'est le problème. La pratique interculturelle peut nous aider dans ce sens. La rencontre entre les cultures et les religions s'est faite à travers ces symboles et ces mythes sur lesquels chacune est fondée et qu'on ne peut pas mettre en question. Le pas successif est de mettre en rapport le mythe avec le logos. Ceci signifie qu'il faut rencontrer l'autre dans son intégralité, comme porteur d'un mythe différent du mien, dont quand même j'ai besoin, non seulement pour épandre ma conscience ou ma connaissance, mais pour revitaliser mon propre mythe, ce qui peut se passer seulement dans la relation avec l'autre. L'interculturalité ne veut pas dire relativisme culturel. Ce n'est pas vrai qu'une culture vaut l'autre culture, ni veut dire fragmenter la nature humaine. Chaque culture est culture humaine, même si elle peut dégénérer. Toutefois, les variantes culturelles sont multiples. Tous les hommes accomplissent des actions propres à la nature humaine, mais l'essence de ces actions n'est pas le même dans les différentes cultures. Mais quel peut être le critère, la méthode qui nous permet de procéder dans l'étude des autres cultures? Selon Edgar Morin, je cite, la caractéristique propre de ce qui est humain est l'unité multiplexe et l'unité génétique, cérébrale, intellectuelle, affective de notre espèce qui exprime les innumérables virtualités à travers l'hétérogénéité des cultures. L'hétérogénéité humaine est le trésor de l'unité humaine, qui est à son tour le trésor de l'hétérogénéité humaine. On peut surmonter l'impasse unité-pluralité à l'intérieur d'une dynamique relationnelle. L'homme se constitue comme être en relation et chaque tentative de diviser ces deux réalités devient illégitime et scientifiquement erronée. D'ailleurs, l'authentique capacité relationnelle se base et se caractérise par la réciprocité et dans la perspective interculturelle, la relation doit être capable de transformer les deux acteurs de la relation même. La création d'un espace vide à l'intérieur de la relation permet la transformation et le mouvement qui, dans le cas contraire, serait impossible. Pour conclure ce discours et passer à l'acte, c'est-à-dire à un dialogue entre nous, possiblement, nous devons nous demander comment se produit le passage du multiculturalisme à l'interculturalité. Nous avons vu que la multiculturalité est un concept quantitatif qui implique
la présence des différentes cultures non forcément liées entre elles, qui présente une accumulation de notions et d'informations, qui induit à une attitude passive dans son ensemble, caractérisée par l'ambiguïté de la tolérance et en tout cas par un manque de partage. Au contraire, le concept d'interculturalité est un concept qualitatif qui suggère l'idée des trames relationnelles qui identifient les aspects culturels différents. Ces aspects ne s'accumulent pas, mais se croisent dans une osmose entre cultures différentes. Ceci implique l'identification des points de rencontre et de confrontation, même d'affrontement si nécessaire, mais présuppose quand même l'interaction comme échange et réciprocité, empathie et implication émotive en dehors de la parité des positions et de la reconnaissance pleine de l'autre en tant que tel. Merci. Allumé, je crois. Je l'ai éteint. Allumé. Ça y est, c'est Bon, alors... Bonsoir. Alors, moi je voudrais parler de la relation entre le colonialisme et le sujet. Est-ce que tout ça, c'est pas l'héritage indésirable, indésiré du colonialisme qu'on vit encore aujourd'hui? Merci. On rassemble quelques questions et après je vous réponds. Y a-t-il d'autres questions? Ma question est toute simple. Il y a un terme qui n'a pas été cité, et vous me direz ce que vous en pensez. Le terme d'acculturation a disparu finalement du sujet. Encore? Merci pour cette démarche. Ce qui me tourne dans la tête, c'est malgré tout la question de l'altérité et du sujet, parce que quelqu'un vient prendre le terme de sujet, qui est à la quête du même. Et là, il y a une problématique individuelle quand même très très difficile. On cherche le même. Alors comment faire pour accepter la différence ? Effectivement, je pense que échanger c'est essentiel, mais il faut déjà parler la même langue et au moins avoir une traduction. Parce que je vois en France, par exemple, on arrive à des espaces où des gens sont depuis 20 ans en France, certains Turcs, et à Paris, et ils ne parlent pas le français. C'est la même chose pour les Philippins. De nombreux Philippins actuellement vivent en communauté et en fait il faudrait au moins un traducteur parce que échanger oui, mais il faut pouvoir échanger, on échange quand on est humain avec la langue. Ça pose quand même un problème. Ah oui, c'est surtout au moins un traducteur. Au moins un traducteur.
Derrière toi, Jean. Oui. Moi j'aimerais poser la question suivante, c'est est-ce que ce concept d'interculturalité est compatible avec l'idée de progrès et de progressisme, dans la mesure où le concept de progrès et le progressisme qui en découle n'est pas forcément présent dans toutes les cultures, et qu'il y a certaines cultures qui ignorent la notion de progrès. Donc est-ce que le progressisme est compatible avec l'interculturalité? La dernière. Oui, c'est une question qui veut prolonger l'intervention de Michel Roblin, mais elle ne porte pas sur la question, comme pour elle, sur la question de la traduction, mais un petit peu à côté. C'est pour signaler que chez Raoul Fornet-Bettencourt, que tu as cité, et Tozel le reprend d'ailleurs, ils utilisent la notion de transculturalité. Et même, plutôt, ils disent transculturation. Alors, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que... bon, ils font le point des difficultés du concept, comme tu l'as fait. Et Fornet-Bettencourt et Tozel disent peut-être que pour se comprendre, se parler et autres, il faudrait prévoir, il faudrait que quelqu'un ou que des institutions transcodent des éléments majeurs, fondamentaux des cultures et recherchent les éléments communs. Alors ils pensent à la culture occidentale, judéo-chrétienne, à la culture musulmane, etc., etc., mais bouddhiste, enfin, etc., il n'y a pas de limite, hein. Mais ils disent, bon, chacune de ces aires culturelles a ses caractéristiques majeures, mais est-ce qu'il n'est pas possible de transcoder tout ça? Ce serait un matériau de dialogue, d'intercompréhension. Donc c'est pas tout à fait traduction, mais c'est pas loin. Je commence. Oui. Après, on verra. Alors, le problème du colonialisme. Bien sûr, il y a une, disons, position générale d'intérêt vers les autres cultures qui s'est produit au XIXe siècle, sur la base du colonialisme et de l'impérialisme. Quand les États occidentaux ont décidé de devenir impérialistes et conquérir des autres territoires géographiques lointains, évidemment, se sont rendu compte qu'il y avait des autres cultures, des autres façons de vivre, des autres situations. Et là est né l'intérêt vers les autres cultures, quand même. Mais de quel point de vue? Du point de vue, évidemment, de la domination, de connaître l'autre pour imposer à l'autre une autre façon de vivre, une autre culture, une autre dimension. Ça s'est passé dans l'histoire de tout le XIXe siècle, une bonne partie du XXe siècle, et peut-être encore ne pas sorti de là. Et donc, le problème de cette dimension colonialiste, qui n'est pas seulement une question politique et concrète, mais une question de mentalité. J'ai essayé de vous faire comprendre comment souvent nous on pose l'autre
dans une condition de ne pas le reconnaître. C'est-à-dire que notre façon de voir les choses pose l'autre. Et donc l'autre n'est plus lui. C'est nous qu'on le pose. Et donc l'image de l'autre que nous avons, c'est une image tout à fait fausse. Donc cette façon que nous avons et qui, vous voyez, moi je le vois tous les jours, cette chose-là. Ce n'est pas une question qui remonte à l'histoire ancienne. Non, ça continue tranquillement. C'est une question de mentalité. Une des choses plus terribles que on laisse pas, on n'écoute pas l'autre. Et puis après, je reviens à la question des langues, évidemment. On ne l'écoute pas du tout. C'est-à-dire que l'autre, c'est déjà défini par des préjugés que nous avons et qui entrent dans un contexte de notre même mentalité. Donc, disons que, bien sûr, nous avons un héritage colonial, mais ce qui est vraiment dramatique, que ce héritage colonial, c'est dans notre mentalité. Ce qui est beaucoup plus difficile à déraciner, évidemment. Alors, la question de l'acculturation. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez, monsieur, par acculturation? Si je peux, oui. L'idée m'est venue de vous poser cette question parce que on peut le concevoir dans le cadre d'un contexte colonial. Effectivement, l'acculturation, c'est vraiment prendre l'autre pour peanuts et lui imposer finalement une culture, c'est-à-dire le transplanter dans un monde qui n'est pas le sien. Qui n'est pas le sien. Le terme d'acculturation vient d'ailleurs peut-être du domaine agricole où on prend une plante et on la met dans un terrain où on lui impose des contraintes pour qu'elle prospère. Donc ça, c'est pour ça que j'ai posé le problème. Mais le problème se pose dans les deux sens. D'après ce que vous avez dit, effectivement, si on veut vraiment faire de l'interculturalité, il faudrait faire de l'acculturation dans les deux sens. Oui. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Ouais. Voilà. Donc, vous avez déjà donné une réponse à votre même question, c'est-à-dire, c'est pour ça que je vous ai demandé qu'est-ce que vous entendez, parce qu'il faudrait alors que cette réciprocité, ça s'est produit dans la relation. Alors, quand j'ai essayé de vous dire que chacun de nos cultures, est ancré en mythe. Et que ce mythe, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éliminer, parce que c'est l'identification de cette culture même. Mais, alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste ancré dans son propre mythe, ou bien on fait un pas à l'avant? Et si on fait un pas à l'avant, qu'est-ce qu'on fait? On doit évidemment surmonter le mythe. Parce que si je veux comprendre ce que vous voulez dire, il faut que je vide ma tête et que je vous écoute. Parce que si j'ai la tête pleine de mes notions, je ne comprends pas. Pour moi, par exemple, l'acculturation peut être une autre chose. Et alors, il faut que je comprenne bien qu'est-ce que vous voulez dire, pour qu'il y ait un dialogue entre nous. Et si ce dialogue se produit, donc l'acculturation, ça doit être réciproque. Et donc, il faut... Vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit, je ne me souviens plus, il faut avoir une troisième dimension culturelle. Non, il ne faut pas avoir une troisième dimension culturelle. Il faut enrichir les deux dimensions culturelles, l'une avec l'autre, sans sortir de la sienne, mais s'enrichir de l'autre. Parce que le mythe d'une seule culture repliée sur soi-même finit pour devenir, comment dire, sèche.
Donc, nous devons, comme dire, renverdir, comme vous le dites, prendre la plante, la planter dans un terrain différent pour essayer de la faire pousser et grandir. Donc voilà c'est qui la pratique d'une dimension interculturelle, disons, positive, évidemment, et qui nous permettrait de grandir, de croître en quelque manière dans notre même culture. Alors, les champs, alors l'altérité est le même. Et bien sûr, chercher l'autre, ça veut dire chercher soi-même. Ça, c'est sûr. Donc, mais soi-même, mais nous, notre identité, nous-mêmes, nous sommes aussi le fruit d'une dimension interculturelle complexe. La reconnaissance de cette complexité de notre ego, de notre intériorité, de notre identité est déjà le premier pas vers la reconnaissance de l'autre. L'altérité, ce n'est pas quelque chose seulement qui est à l'extérieur de nous. L'altérité, c'est d'abord entre nous-mêmes. Nous sommes uniques dans notre complexité. On n'est pas identifiable à un seul élément, à un élément commun qui nous représente, etc. Nous sommes beaucoup de choses. Et nous sommes pratiquement le résultat d'une harmonie comme un orchestre. L'orchestre est composé par plusieurs instruments qui jouent plusieurs parties de la musique. L'ensemble de tout ça constitue la symphonie, constitue la mazurque, constitue le concert, constitue l'harmonie. Non? Mais si nous ne reconnaissons pas les différences que nous avons nous-mêmes, comment est-ce que nous pouvons reconnaître les différences qui sont dehors de nous? C'est ça le problème. Donc, c'est sûr que le travail de l'interculturalité part de nous-mêmes, c'est-à-dire de nous transcendre en tant qu'ego, fermés dans notre mentalité et dans notre identité vraiment, comme dire, dites. Je vais vous dire quelque chose, c'est en fait, nous sommes, je suis désolé, je suis cité Lacan, nous sommes des par-lettres. C'est-à-dire qu'on est d'abord dans la parole. Alors, si je me promène à Nice, côté de Notre-Dame, il y a là des personnes qui vivent, qui ne parlent pas notre langue. Hein. Je crois que c'est l'Europe centrale. Oui, je crois que c'est l'Europe centrale, tout ça. Alors, quand on essaye, c'est ça je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais quand on essaie de communiquer avec l'autre, si on n'a pas la langue, c'est terrible. Oui. Alors, donc, il y a bien quelque chose comme ça qui est déterminant. Déjà, il faut que j'accepte la langue de l'autre. Moi, je suis d'une génération, je suis né en Alsace, et ma première langue est l'alsacien. Hein, et je suis été formé par ça. Quand je suis allé à l'école communale, il était marqué à l'entrée, il est chic de parler français. C'est très connu ça, hein, mais c'était vraiment terrible. Hein. Et là, la différence. Et moi, je me suis retrouvé avec une institutrice qui venait de Perpignan, parce que malheureusement, les profs ou les instituts alsaciens étaient nommés, il y en a d'ailleurs dans les Alpes-Maritimes, d'ailleurs il était ravi, mais il aurait été beaucoup plus utile, sachant parler les deux langues. Alors je crois que cette dimension, elle est vraiment terrible. Alors je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais si on veut faire quelque chose, ben, il faut passer par la langue et accepter la langue de l'autre. Oui, et je viens à le problème que posait Michel avant.
C'est-à-dire la question de la langue, c'est effectivement une des questions plus importantes pour la pratique de l'interculturalité. Mais alors, moi je pense que de toute façon, une langue, ça s'apprend. Les langues s'apprennent. Naturellement, l'apprentissage des langues doit être réciproque d'un côté et de l'autre côté. Ce n'est pas que moi dois apprendre l'arabe et l'arabe qui vit en France ou en Italie doit apprendre l'italien ou le français. Évidemment, c'est un effort commun qui regarde la réciprocité, parce que la réciprocité, c'est le terrain sur lequel les rencontres doivent se faire. Donc, évidemment, parler la même langue, c'est une question très importante. Mais ce problème des langues, nous l'avons même en Europe, je vous souligne. Et on l'a partout. Ce n'est pas que nous devons penser à des cultures très lointaines pour l'histoire des langues. Une des raisons par laquelle on n'arrive pas à comprendre, à se comprendre dans une dimension unitaire dans notre Europe, c'est aussi une question linguistique. Les langues choisies, comme tout le monde le sait, sont le français et l'anglais, mais les autres. Donc, voilà, l'effort linguistique, c'est un effort culturel. C'est un effort que, à partir de la volonté de vouloir effectivement faire une pratique interculturelle, il faut quand même apprendre la langue de l'autre. Soit nous, face de l'autre, de ce que nous considérons l'autre, soit de l'autre qui nous considère l'autre face à lui. Et donc, vous comprenez que cette situation des langues, et nous sommes beaucoup plus avancés en cette période, par effet de la présence de plusieurs langues sur nos territoires, non? Effectivement, nous, on apprend, par exemple, moi je parle en français italianisé, probablement. Évidemment, parce que je pars d'une culture qui est la culture italienne. La langue que j'ai utilisée, dans laquelle je suis née, c'est l'italien. Donc, pour moi, parler français, ça a été un parcours, un processus, une tentative d'identification avec l'autre langue et naturellement, pas seulement une question linguistique, mais une question culturelle. Apprendre vraiment une langue, ça veut dire aussi connaître la culture de la langue qu'on veut apprendre. Et si vous pensez par exemple l'histoire, la culture, la façon de penser, la mentalité, etc., ce n'est pas donné d'apprendre une autre langue. Mais si vous pensez par exemple aux altérités avec lesquelles nous voulons nous confronter, comme par exemple l'islam, ou bien, je ne sais pas, les gens qui viennent de l'Europe de l'Est, comme on le disait auparavant, etc. Mais qu'est-ce que nous connaissons de la culture de ces gens-là? Franchement, moi, je me sens très ignorante face à cette chose-là. Donc, la première des choses qu'il faudrait effectivement faire, ce serait aussi d'étudier vraiment. C'est une question, l'interculturalité, ce n'est pas passive, c'est active. Donc, nous devons connaître, faire l'effort de connaître la culture aussi de l'autre, la façon de penser de l'autre, même si nous on ne la partage pas. Parce que ce n'est pas nécessaire que moi, je dois partager toutes les cultures qui sont dans ce monde, non. Mais je dois le connaître quand même. Et la connaissance, c'est quelque chose qui me permet de créer une relation. Parce que autrement, c'est une question, à mon avis, impossible. La traduction.
Alors, la traduction, c'est une situation ambiguë, parce que, comme le disait Michelet, la traduction, c'est toujours une interprétation. Donc, il faut quand même, la médiation de la traduction, c'est quelque chose qui, bien sûr, nous aide au début, mais il ne faut pas, à mon avis, s'arrêter là. Alors, si l'interculture est compatible avec le progrès, et parce que l'idée de progrès n'est pas présente dans toutes les cultures, alors, et là encore, qu'est-ce que nous entendons par progrès? Parce que vous savez, est-ce que notre culture actuelle, c'est une culture qui progresse vraiment? Et si progresse, vers quel objectif il progresse? Point d'interrogation, il faut se poser la question quand même. Hein? Alors, l'idée des progrès, je pense naturellement à Condorcet, je pense tout ça, mais ce n'est plus la même aujourd'hui. Ils sont tous des choses que nous avons appris, évidemment, et qui doivent aussi être mis en question, des concepts qu'il faut revitaliser. Par exemple, je vous disais avant que moi je pense qu'il y a toute une série de concepts, de termes que nous utilisons normalement, qui ont perdu leur force herméneutique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que le terme que nous utilisons, il n'arrive plus à nous faire comprendre la réalité dans laquelle nous vivons, pratiquement. Non? Et une de ces termes, c'est vraiment l'idée du progrès. Le terme du progrès. Qu'est-ce que c'est le progrès? Et par rapport à quoi et à qui? Donc, sur ce côté-là, moi, de mon point de vue, si j'arrive à créer une relation interculturelle heureuse, disons, qui me permet de grandir dans ma dimension culturelle personnelle, je pense que c'est un progrès. Je pense que c'est un progrès pour moi qui apprend beaucoup d'autres choses et pour l'autre qui apprend beaucoup d'autres choses. Donc, la relation interculturelle devrait me porter absolument à une dimension de progrès des connaissances. Ça, c'est sûr. À mon avis, c'est peut-être possible que ne ce soit pas comme ça. Et là, et je ne me sens pas de dire que dans les autres cultures, il n'y a pas d'idée de progrès. D'abord, parce que je ne les connais pas du tout, donc je ne peux pas dire s'ils sont vraiment qui n'ont pas d'idée de progrès. Et deuxièmement, parce que leurs idées de progrès, peut-être, c'est différente que la mienne. Donc, là aussi, il faudrait se mettre en relation pour nous comprendre. Alors, tout ce que tu disais de la notion de transculturalité, qui est présente à Bettencourt, André Tozzel, eh bien moi je suis tout à fait d'accord sur cette idée de transculturalité. Mais la transculturalité, il peut se faire après la relation interculturelle, à mon avis. S'il n'y a pas cette impasse difficile, cette pratique assez difficile, et on ne peut pas penser à faire une transculture, parce que je ne peux pas me lancer dans la transculturalité si je ne connais pas les autres cultures. Et qu'est-ce que je trans? Je trans seulement moi-même, à la limite. Si j'y arrive à transer moi-même,
c'est déjà problématique. Mais alors, l'interculturalité, à mon avis, est très important comme pratique. Et comme pratique pour l'éducation, comme pratique par exemple pour la relation réciproque, pour la dimension citoyenne, etc. C'est très important, ça. Et après, je peux parler d'une dimension transculturelle. Parce qu'il ne faut pas jamais s'arrêter à ça, il faut toujours aller plus haut. Et alors, plus haut nous allons, plus notre vision, évidemment, devient grande et s'élargit. Et alors, la question de la mondialisation heureuse, ça devrait nous porter à ça, mais malheureusement, nous a porté, et voilà, à la dimension opposée. Et donc, vous voyez comme... et la décodification des autres cultures. Alors, là aussi, qu'est-ce que nous voulons dire décodifier? Par exemple, évidemment, nous avons une capacité, notre système logique, notre système de connaissances. Et donc, déjà, quand on s'approche à une autre dimension, une autre mentalité, à une autre culture, évidemment, nous essayons d'abord de décodifier, c'est-à-dire d'applier notre code à l'autre culture. Mais attention, parce que le multiculturalisme a fait ça. Le multiculturalisme a essayé de décodifier les autres cultures à partir de la culture occidentale. Le résultat, c'est ce que j'ai essayé de vous présenter, très compliqué, très complexe, tout ça. J'ai eu du mal à le simplifier pour une conversation avec vous, mais franchement, c'est ça le problème, grave, face auquel nous nous trouvons. Donc, la décodification, c'est quelque chose dont je me méfie un petit peu. Parce que je me dis, c'est mieux que je ne comprends pas pour le moment et que j'écoute. Et à fur et à mesure que j'écoute, je comprendrai. Mais pour écouter, je dois faire le vide. Alors, moi je raconte toujours une petite histoire que peut-être je vous ai déjà racontée, je ne me souviens plus, des 101 histoires zen, de ce type occidental qui va chez le maître de l'Orient pour apprendre la vérité, et il arrive là, et le bonhomme l'accueille et tout ça, et lui sert du thé. Lui sert du thé dans une tasse. Et le type commence à mettre le thé dans la tasse, et il continue à verser, à verser. Et alors l'occidental lui dit, mais monsieur... Et alors l'autre lui dit, ta tête est comme cette tasse. Comme je peux verser, comprends, si tu ne vides pas ta tête. Tu es venu ici à la recherche de la vérité avec la tête déjà pleine de ta vérité. Donc, je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas, parce que ça va de tous les côtés. Et c'est ce que nous faisons souvent. D'autres questions? Alors moi, ma question c'est, je pense que l'interculturalité est une bataille idéologique. Parce qu'avec la mondialisation, vous avez parlé que 1% de gens possèdent 99% de la richesse de la planète. En même temps, l'interculturalité, il y a cette contradiction, aujourd'hui on connaît mieux par rapport aux échanges.
Il faut reconnaître qu'Internet a très peu de vie et permet de connaître énormément de choses et d'avoir beaucoup de change avec la planète entière. Le problème, c'est que ces 1% de gens, ces sociétés néolibérales mènent une bataille. Moi, je voyage beaucoup. Quand on voit comment on veut imposer notre façon de vivre, déjà avec les téléfilms, avec différentes choses, mais au niveau publicitaire, que vous alliez au Brésil, que vous allez en Bulgarie, un pays aussi où je vais souvent, au Maroc, etc., vous avez les mêmes publicités pour les voitures Mercedes. On vous montre l'esprit. Une autre anecdote, il n'y a pas de mode à cela. Je voyage beaucoup. Quand on voit les jeunes aujourd'hui avec les jeans déchirés aux genoux, il y a quand même un problème, je veux dire, d'uniformisation de la culture. Donc je crois que c'est une bataille parce que ceux qui possèdent restent pas l'arme au pied, hein, ils mènent la bataille pour uniformiser la société entière, y compris que ce soit les Asiatiques, les Chinois, etc. Regardez la bataille. Par rapport à la Chine, elle a une attitude assez particulière. Elle s'adapte sur des méthodes d'échange, réseaux sociaux, etc. Mais elle en prend la maîtrise totale. Parce qu'autrement, l'influence, elle est grandissante de partout. Et il n'y a pas que la langue, je veux dire, c'est important la langue. Mais moi, c'est une anecdote. Je me suis marié, je ne parlais pas la même langue que ma femme. On s'est mariés, on a eu 40 ans de bonheur. Bon, la différence, c'est qu'elle parlait cette langue couramment. Ce n'était pas mon cas. Mais elle ne connaissait pas le français quand on s'est connus. Voilà. Mais on a pu avoir échangé. Et puis, il y avait... elle était d'origine bulgare, mais elle avait une culture différente. C'est européen, mais c'est quand même complètement différent. Culture slave. Ils ont subi l'occupation ottomane pendant 5 siècles, etc. Il y a toute une culture différente. Donc aujourd'hui, on arrive à mieux... Puis on voyage beaucoup plus. Donc on connaît mieux les différentes cultures, mais en même temps, il y a cette lutte idéologique où on crée les conditions avec l'argent de uniformiser la culture, parce que c'est plus facile aux possédants de maîtriser les ressources financières de la planète. Alors, je suis parfaitement d'accord avec vous, c'est-à-dire que ce qu'on a essayé de dire à l'avance, c'est-à-dire que la mondialisation, qui est surtout mondialisation et uniformisation du marché, et aplatit tout. On essaye de tout aplatir. C'est évident, nous aussi on voyage beaucoup, on voit que tous les jeunes sont habillés d'une certaine manière, les télévisions proposent toujours les mêmes choses, etc. Et les boutiques, par exemple, les boutiques sont tous les mêmes, c'est les multinationales. Donc si vous allez en Italie, en France, surtout en Europe, en Espagne, mais même aux États-Unis, c'est toujours les mêmes boutiques. Donc vous pouvez acheter les mêmes choses partout. Et ça, effectivement, ça nous donne vraiment, moi personnellement, je frissonne quand je vois des choses comme ça, quand j'ai réfléchi sur cette chose pour la, disons, élimination totale des différences. Alors, la question de l'interculturalité pose la question des différences d'une manière positive. C'est-à-dire, si je veux changer la dimension culturelle, il faut que je reste dans mon mythe d'abord. Et après, je dois sortir de mon mythe. Mais si j'élimine totalement mon mythe, je ne suis ni de culture occidentale, ni culture... Je ne suis de nulle culture. Je n'ai pas de culture. Je ne m'identifie pas nulle part. Et naturellement, c'est ce qui est en train de se produire, l'hégémonie du marché, surtout le marché, le néolibéralisme avancé, poussé, détruit toute forme de différence. La dimension culturelle, vous voyez, c'est quelque chose qui gêne beaucoup aujourd'hui, la dimension, surtout la politique. Vous savez, moi je veux vous dire que dans ces jours,
moi j'ai une association culturelle depuis 10 ans, par laquelle j'ai fait beaucoup de choses. Mon but, c'est le dialogue avec les autres, notamment la Méditerranée, les peuples de la Méditerranée. On fait beaucoup de choses à cet égard. On fait beaucoup de colloques, beaucoup de rencontres, etc. Bien, à un certain moment, c'est culturel la situation. Arrive un certain ministre qui s'appelle Salvini et qui décide que les associations culturelles, ils ne sont plus amis en Italie. Non. Nous ne pouvons plus constituer une association culturelle. Ce qui fait que moi, dans le jour, la semaine avant de venir ici, j'ai dû reconvertir totalement mon association comme une association de promotion sociale. APS. Autrement, je n'ai plus droit de vivre. Ou bien, j'aurais dû fermer mon association. Dans la APS, je continue à faire la culture. Mais jusqu'à quand, je me suis dit. Un jour, le Salvini 2, le Salvini 3 vient me dire non, tu ne peux pas parler de ça. Parce que ça, c'est pas promotion sociale. Et nous sommes dans une situation, je vous assure, très critique de ce côté-là. Et l'expérience d'une réalité comme celle de l'Italie, hein? Berceau de culture, blabla, hein? Qui, naturellement, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, si vous faites les sondages, Salvini est au 30%. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je pose la question. Je n'ai pas de réponse. J'espère que tu ne décris pas notre futur. Non, notre futur, c'est Big Brother. Hein? Jackson ne se parlera plus et il y aura Big Brother qui regarde partout des robots et des peu d'hommes qui restent. Et ça, on y arrive, si vous voyez, par exemple, dans les cafés, les gens, ils ne se parlent plus, donc ils sont tous les chats. Oui, juste une question, parce que je voulais rajouter quelque chose concernant le multiculturalisme et l'interculturalité. Il y a Édouard Glissant qui disait qu'une identité à racine unique est vouée à sa disparition. C'est pour ça que dans son traité du tout monde, il propose une identité à racines multiples au niveau de l'interculturalité. Et à un autre niveau, concernant l'universalité, il y a Césaire qui disait que les Européens, ils ont trouvé l'universalité, ils ont voulu l'imposer au reste du monde, et les contradictions ont éclaté au grand jour. Alors je voulais vous demander, à travers justement ce mouvement d'incitation à la consommation et de l'uniformité du monde, comment situez-vous l'aliénation culturelle, parce que c'est aussi une aliénation culturelle, l'aliénation culturelle et l'assimilation, comment situez-vous ces éléments-là vis-à-vis de tous ces phénomènes? Alors, là, la assimilation, disons, de cette aliénation culturelle qui arrive à cette assimilation, comme vous dites, de la mondialisation, d'une mondialisation uniforme, qui uniforme tout, homogénise tout, etc., c'est un des problèmes principaux, à mon avis, de ce moment-là. C'est pour ça que la question de la diversité, des différences de culture et donc de la relation entre les identités et les cultures est essentielle. Parce que si nous arrivons effectivement à cette assimilation totale
de l'uniformité, la culture va disparaître. La dimension culturelle, non les cultures, la dimension culturelle en tant que telle va disparaître. Et le tentative qui est en train de se faire du côté du marché et du néolibéralisme, et donc de ce néolibéralisme aussi poussé de devenir capital financier, pour nous entendre, n'est-ce pas, qui domine évidemment même les différentes politiques, etc., c'est effectivement de faire disparaître la culture. La dimension culturelle gêne parce qu'elle crée différence. Crée la différence. Le concept, la capacité conceptuelle, ça veut dire la connaissance crée la différence. Si Aristote disait que pour connaître, il faut la merveille, il faut s'étonner. Pourquoi? Parce que je ne peux pas connaître une chose que je connais déjà. Je connais quelque chose que je ne connais pas. Et si je ne la connais pas, c'est l'étonnement et donc c'est la différence. Ce qui fait la différence. C'est pourquoi l'interculturalité se propose de dialoguer avec cette partie spéciale de la différence, ce qui fait que le tel soit ce qu'il est. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire ce qui identifie, ce qui fait scandale, ce qui est autre. Alors, cet autre, moi aussi je suis un autre pour l'autre, et l'autre est un autre pour moi. Et cette altérité doit dialoguer, pas les choses qui nous accommunent, mais les choses qui nous séparent. C'est ça, c'est ce terrain-là, sur ce terrain qu'il faut dialoguer. Alors, évidemment, c'est une chose qui gêne, ça. Gêne l'uniformité. Donc, mais, alors, tout ce que nous faisons dans notre dimension culturelle est quelque chose qui, à ce moment-là, évidemment, n'est pas bien vu, disons-le. Donc, il faut... C'est une forme de résistance, mes chers amis, que nous sommes en train de faire. Et il faut se le dire. On n'a pas de choix. C'est une forme de résistance qui ne se fait pas avec les baïonnettes, mais se fait avec les armes de la culture, de la connaissance, de la relation. Eh bien, mais quelles sont les autres possibilités que nous avons? Aucune. Et l'uniformité de ce marché, et de ça nous plaît? Non. Et c'est ça le problème. Nous sommes bien dans cette situation d'homologation, dans cette situation où moi je suis égal à toi, toi, c'est la même chose. Nous sommes la même chose. C'est pas possible une chose comme ça. Et moi, aux étudiants, je fais toujours l'exemple, je porte l'exemple. Imaginez-vous si les fleurs c'était tous les mêmes. Hein? Si les couleurs c'était un seul et rien d'autre. Il faut s'imaginer une homologation comme ça, et ça nous porte vraiment à la chute totale de la créativité, de l'imagination, de tout ce que l'homme est. Parce que l'homme est ça, de la fantaisie, des rêves, de tout ça, qui est la partie plus importante de nos cultures, de l'expression de nos cultures, de notre logos, de notre phronesis aussi, de notre sagesse, la sagesse de savoir mettre ensemble les différences.
si nous on renonce à ça, eh bien écoutez, moi je pense que on a renoncé à être des êtres humains pour tout. On devient des animaux, des végétaux, que je ne sais pas. C'est ça. Je voudrais quand même, comme je vois qu'il y a des jeunes personnes ici, et je suis très contente de votre présence, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Hein? Vous voulez nous dire qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Merci. Alors tout d'abord, merci pour cette conférence, c'est très intéressant. Moi, je me posais une question, après toutes celles qu'on a déjà posées actuellement. Vous aviez la métaphore du verre qu'il faut vider pour pouvoir remplir. Donc, savoir faire le vide pour accepter la culture de l'autre. Et le fait qu'on n'accepte pas de faire ce vide, qu'on n'accepte pas de perdre un petit peu, comme si on avait peur de perdre sa propre culture. Je me demandais si ça venait pas d'une sorte de tendance à manquer de confiance en soi, en sa propre culture, et à douter de sa propre culture à soi. À partir du moment où on a peur que sa culture disparaisse, de s'assimiler, est-ce que ça ne correspond pas aussi à une crainte, un doute immense de sa propre culture, en fait? Eh bien, je pense que vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que quand nous, on s'ancre à nos idées, notre mentalité, quand nous sommes complètement, nous avons fait le plein de notre cerveau, de tout ça, effectivement, nous avons peur. Nous avons peur. Parce que la diversité que l'autre apporte, c'est la capacité que nous devons avoir de mettre en question ce que nous-mêmes on croyait certain, même vérité. Vous comprenez? Parce que de toute façon, nous, la certitude c'est une chose, la vérité c'est une autre. La certitude, naturellement, nous pouvons la mettre en question, la vérité, non. Hein? Donc, c'est ça la construction que nous avons. Et alors, l'impossibilité de dialoguer avec l'autre est déterminée aussi dans cette peur dans laquelle on entre. Et je veux aller encore plus loin de ce que vous disiez, c'est-à-dire que le fait avoir peur de perdre notre dimension culturelle, ça veut dire que nous n'avons pas du tout la maîtrise de notre dimension culturelle. C'est-à-dire que nous, on ne connaît même pas notre propre culture. Parce que si on la connaissait un petit peu, on aurait dû dire, comme Socrate, une seule chose je sais, que je ne sais rien. Mais nous, on ne le fait pas parce que nous, on croit de tout savoir. C'est ça le problème. Ou alors qu'on essaie de se persuader soi-même qu'on croit savoir. Effectivement. Sans avoir à se mettre en question par la suite. Ah voilà, pour ne pas se mettre en question. Parce que se mettre en question, vous comprenez, c'est une question qui comporte une certaine fatigue, comporte aussi une activité. Alors, nous sommes habitués par les moyens de communication que nous avons à être passifs. La passivité nous est déterminée. Nous sommes à la télé, nous regardons la télé. Nous sommes avec notre smartphone, nous regardons le smartphone. Tout ce que arrive à nous, et nous, là, sans esprit critique. Mettre en mouvement l'esprit critique, ça comporte un travail. Le doute. Le doute, c'est à la base du mouvement de notre tête. Donc, le doute, le vide, la capacité de se mettre en question, justement. Pas pour se mettre en question comme ça, mais pour avancer, pour devenir plus conscient. Parce qu'en plus, nous avons un autre problème. Ce n'est pas seulement la connaissance, mais c'est aussi la conscience de ce que nous avons appris
la chose importante que nous devons évidemment aussi avoir. Bien, vous savez, c'est vous qui devez faire la résistance, chers amis. Parce que nous, on continue jusqu'à quand, hein? Mais on a fait. Maintenant, c'est à vous. Donc c'est pour ça que je suis très content que vous avez cet esprit de vous mettre en question. Merci. Merci à tous, merci à Maria. Et donc le séminaire se poursuivra dès jeudi prochain avec Dominique, mais au campus Saint-Jean-d'Angély, qui est notre territoire de référence. Ici aujourd'hui, c'est parce que nous voulions faire une conférence inaugurale et donner à voir au plus large public ce que nous faisons au séminaire. Merci, bonne soirée.